Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ce matin, les sénateurs examinent le projet de loi qui tend à éliminer les armes à sous-munitions. Il s'agit pour la France de transcrire dans son droit national la convention d'Oslo qui interdit la production, le transfert et le stockage des armes à sous-munitions qui causent bien entendu des dommages inacceptables aux populations civiles. Tout de suite donc direction l'hémicycle. Très bonne matinée à tous. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi tendant à l'élimination des armes à sous-munitions. Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur Hervé Morin, ministre de la Défense. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs, conçues pour disperser une grande quantité de projectiles explosifs, les armes à sous-munitions constituent une menace grave, une menace sournoise et durable, car elles laissent sur le terrain une part significative de sous-munitions non explosées et une menace particulièrement lâche, car elles frappent avant tout les populations civiles. La France est aux avant-postes dans la lutte contre ce fléau. Nous avons cessé d'utiliser ce type d'armes dès 1991 et d'en produire dès 2002. Notre pays a joué un rôle majeur dans l'élaboration de la Convention d'Oslo, que nous avons signée le 3 décembre 2008 et ratifiée le 25 septembre 2009. Cette Convention, nous en avons largement anticipé l'entrée en vigueur, en décidant dès 2008 le retrait du service opérationnel de 22 000 roquettes M26 à Grenade du lance-roquettes multiple et de 13 000 obus de 155 mm à Grenade. Ces armes sont stockées en attendant d'être détruites conformément aux prescriptions de la Convention d'Oslo. Et aussi en présentant, dès le 25 novembre dernier, un projet de loi d'application au Conseil des ministres. C'est précisément ce texte, Mesdames et Messieurs les sénateurs, qui vous est aujourd'hui soumis, et permettez-moi tout d'abord de remercier chaleureusement Madame la rapporteure du projet de loi, Madame Garriaud-Maylam. Vous investissez depuis longtemps sur ce sujet et votre expertise était extrêmement utile pour l'élaboration de ce projet de loi. Permettez-moi également de saluer le président de la Commission de la Défense et des Affaires étrangères, M. Jocelyn de Rohan, qui a fait en sorte que le texte soit examiné dans des conditions extrêmement satisfaisantes. Ce projet de loi s'inscrit pleinement dans l'esprit de la lettre de la Convention d'Oslo. Il témoigne de notre volonté de respecter rigoureusement les engagements souscrits par la France. Il prévoit d'abord l'interdiction en toutes circonstances des armes à sous-munitions, qu'il s'agisse d'emploi, de mise au point, de production, d'acquisition, de stockage, de conservation, de transfert, de fabrication, d'offre, de cession d'importation, de cession de commerce ou d'exportation. Cette interdiction s'accompagne de peines lourdes et de délais de prescription allongés qui sont dérogatoires du droit commun. Elle s'accompagne également de la possibilité pour la France de poursuivre l'un de ses ressortissants, même si les faits ont été commis en dehors du territoire, même si les faits n'ont pas été commis, sur le territoire national, et même s'ils ne sont pas punis par la législation du pays dans lequel ils ont été commis. Le texte prévoit également la destruction par les armées de leur stock d'armes à sous-munitions dès que possible, dans un délai de 8 ans à compter de l'entrée en vigueur de la Convention. Cette destruction sera entièrement financée par le ministère de la Défense, pour un coût estimé entre 20 et 30 millions d'euros, et cela sera achevé pour nous en 2016. Conformément aux modalités de la Convention, le texte autorise néanmoins la conservation d'un stock d'armes à sous-munitions. Ce stock sera limité aux besoins strictement nécessaires aux activités de formation et de mise au point des techniques de détection, d'enlèvement ou de destruction des armes. Il faut que nos sapeurs puissent continuer à se former sur deux types d'armes. Le projet de loi propose enfin un suivi rigoureux des stocks d'armes à sous-munitions. Il prévoit d'étendre les compétences de la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnelles au suivi de la loi d'application de la Convention d'Oslo. Et il prévoit également la réalisation annuelle par le ministère des Affaires étrangères d'un compte-rendu destiné au secrétariat général de l'ONU. Le ministère de la Défense, bien entendu, apportera tout son concours à cet exercice. Naturellement,
Conformément aux modalités aussi de cette convention d'Oslo, ce projet de loi n'interdit pas les actions de coalition avec les pays non signataires. Et c'est un point essentiel si nous voulons convaincre nos alliés de nous rejoindre dans cet engagement. En conclusion, mesdames et messieurs les sénateurs, déjà signataires de la Convention d'Ottawa sur les mines antipersonnelles, la France est fière aujourd'hui d'être au premier rang des grands pays qui s'engagent dans ce cadre. Cette exemplarité, nous sommes déterminés à en faire preuve en matière d'armes à sous-munitions et avec ce projet de loi, nous avons l'opportunité de contribuer plus efficacement à lutter contre ces fléaux. Nous disposons enfin d'un atout majeur pour convaincre nos partenaires de nous rejoindre de ce combat. Avec ce texte, la France est au rendez-vous de la responsabilité et de l'humanisme. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Dans la discussion générale, la parole est à Madame Joëlle Garriaud-Maylam, rapporteure de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Mes chers collègues, nous vous écoutons. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons aujourd'hui constitue la traduction concrète de l'engagement de la France en faveur de l'élimination d'armes qui ont causé, de par le monde, des dommages humanitaires considérables. Je ne reviendrai pas sur un constat que nous avons déjà pu dresser à plusieurs reprises, que ce soit dans le rapport d'information que j'avais présenté dès 2006 avec mon collègue Jean-Pierre Plancade, ou lors de la discussion devant notre Assemblée de la Convention d'Oslo en septembre dernier. Rappelons simplement qu'en raison de leurs caractéristiques, de leur mode de fonctionnement, de la manière dont elles ont été utilisées par certaines armées, les armes à sous-munitions ont provoqué de manière durable des conséquences désastreuses et inacceptables sur les populations civiles, notamment les enfants dans de nombreuses zones de conflit. La Convention d'Oslo représente une très grande avancée du droit international humanitaire puisqu'elle pose le principe d'interdiction de ces armes, à l'exception de celles répondant à des critères extrêmement précis et stricts, garantissant un effet circonscrit aux objectifs militaires. C'est avec une très grande satisfaction que la Commission des Affaires étrangères et de la Défense a accueilli ce projet de loi de transposition en droit interne de la Convention d'Oslo. En effet, nous avons constaté que le gouvernement avait très fidèlement veillé à reprendre les obligations déroulant de la Convention, ce qui traduit la volonté de la France d'en appliquer pleinement toutes les dispositions. La Commission s'est également félicitée de la rapidité avec laquelle la France entend mettre en œuvre cet instrument. Nous avons retiré du service des armes interdites par la Convention avant même la signature de celle-ci. Nous avons été le 20e État à la ratifier, 9 mois à peine après sa signature, et nous prenons dans la foulée les mesures législatives nécessaires. Nous souhaitons évidemment qu'après le vote du Sénat aujourd'hui, l'Assemblée nationale puisse très prochainement examiner ce texte. Cela nous permettrait en effet de promulguer la loi avant le 1er août prochain, date à laquelle la Convention d'Oslo entrera en vigueur dans tous les États qui l'ont ratifiée. Ce projet de loi est un texte bref qui insère un nouveau chapitre dans la partie du Code de la défense relative aux armes interdites. Ce chapitre, relatif aux armes à sous-munitions, vient à la suite de celui consacré aux mines antipersonnelles, sur lequel il est largement calqué. Le projet de loi retient un champ d'interdiction rigoureusement conforme à celui de la Convention d'Oslo, renvoyant à celle-ci pour la définition des armes prohibées. Il reprend la clause de la Convention relative à l'interopérabilité. Cette clause exclut que la participation à une opération militaire internationale aux côtés d'un pays possédant ou utilisant des armes à sous-munitions tombe sous le coup de l'interdiction, sous réserve qu'il n'y ait pas d'implication dans leur mise en œuvre. Il s'aligne également sur la Convention en ce qui concerne les délais de destruction et il précise le nombre très réduit d'armes prohibées que certains services de l'État pourront conserver, conformément à la Convention, pour la mise au point des techniques de détection et des contre-mesures et pour la formation au déminage.
Le projet de loi met en place le régime de déclaration auprès du ministère de la Défense des armes à sous-munitions détenues, qu'elles soient destinées à être détruites ou à être conservées aux fins de recherche et de formation. Il habilite certains agents du ministère de la Défense ainsi que les fonctionnaires des douanes à constater les infractions. Enfin, le régime pénal rigoureux prévu par le texte est analogue à celui existant pour les mines antipersonnelles. Il lève le principe de double incrimination, ce qui permettra de réprimer les infractions à la loi française commises à l'étranger par un ressortissant français, même si l'État concerné ne possède pas de législation équivalente. Le texte élaboré par la Commission, sur lequel nous délibérons aujourd'hui, incorpore 9 amendements que nous avons apportés au texte initial du gouvernement. Outre quelques amendements d'ordre rédactionnel ou de précision, nous avons voulu compléter la définition des armes interdites afin d'y inclure les petites bombes explosives, puisque la Convention les assimile aux armes à sous-munitions. Il nous a paru également souhaitable de mentionner dans la loi, comme le fait la Convention, que la destruction des armes interdites interviendra dès que possible. À cet égard, je me félicite, Monsieur le Ministre, que vous ayez confirmé devant la Commission votre intention d'achever cette destruction en 2016, 2 ans avant la date butoir prévue. Je rappelle qu'il s'agit de démanteler environ 35 000 obus ou roquettes comprenant près de 15 millions de sous-munitions. Nous sommes sensibles à votre engagement, à celui du gouvernement sur ce point, d'autant qu'il implique un coût de l'ordre de 20 à 30 millions d'euros pour le budget de la défense. Nous espérons bien évidemment qu'une filière française de démantèlement pourra être mise en place, à défaut de quoi il faudrait confier ces marchés à des industriels étrangers, ce que nous regretterions bien sûr. La Commission a également souhaité mentionner à l'article 5 relatif à l'entrée en vigueur de la loi la date du 1er août 2010, qui est celle d'entrée en vigueur de la Convention, afin de marquer notre souhait d'un achèvement rapide du processus législatif. Enfin, nous avons adopté un article additionnel qui permettra d'élargir les attributions de la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnelles, la CNEMA, regroupant des parlementaires, et j'ai l'honneur d'y représenter le Sénat, des responsables des ministères des Affaires étrangères et de la Défense et des représentants de la société civile et notamment d'organisations internationales qui ont beaucoup milité sur ce texte. La CNEMA constitue une instance de concertation et de suivi particulièrement utile pour la mise en œuvre de la Convention d'Ottawa sur les mines antipersonnelles. La Commission a considéré qu'elle avait naturellement vocation à assurer le même type de travail pour la mise en œuvre de la Convention d'Oslo, puisque beaucoup de problématiques sont connexes, notamment le déminage et l'assistance humanitaire. Pour conclure, je voudrais me féliciter du chemin parcouru en quelques années depuis la lente prise de conscience suscitée par les organisations humanitaires, auxquelles je veux encore rendre hommage, jusqu'au lancement du processus d'Oslo en 2007, à la conclusion de la Convention et à l'examen aujourd'hui de ce projet de loi. Je voudrais également souligner l'engagement de la France dans ce combat, engagement d'autant plus significatif qu'à la différence de beaucoup d'États signataires, la France est un acteur militaire de premier rang, engagé et exposé sur de nombreux théâtres d'opération. L'adoption de la loi de mise en œuvre de la Convention d'Oslo ne saurait toutefois constituer qu'une étape. Beaucoup reste malheureusement à accomplir en matière de déminage et d'aide aux victimes dans les régions affectées par les sous-munitions. Je pense notamment au Sud-Liban, gravement frappé lors du conflit de 2006, mais également aux pays du Sud-Est asiatique où les conséquences de l'emploi des armes à sous-munitions continuent à se faire sentir plus de 35 ans après la fin de la guerre du Vietnam. Enfin, il nous faut œuvrer sans relâche à l'universalisation de la Convention. Actuellement, 90% du stock mondial d'armes à sous-munitions est détenu par des États non signataires. Il est donc indispensable de convaincre certains de nos partenaires internationaux, actuellement attentistes ou réticents,
tels que les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, le Pakistan, Israël, la Turquie, ou même certains États de l'Union européenne comme la Finlande, la Grèce, la Pologne ou la Roumanie. C'est donc en ayant pleinement conscience du chemin restant à parcourir qu'au nom de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, je vous demande, mes chers collègues, d'adopter ce projet de loi. Et je vous en remercie. Merci, Madame le rapporteur. Dans la discussion générale, la parole est à notre collègue Robert Hue pour le groupe CRC-SPG. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, avec le projet de loi sur l'élimination des armes à sous-munitions que nous examinons ce matin, nous arrivons au terme d'un long processus qui marque une importante avancée du droit humanitaire international, concernant en particulier la protection des populations civiles qui sont les principales victimes de ces armes. Nous devons maintenant adapter dans notre droit national les dispositions de la Convention dite d'Oslo. Lors de la discussion du projet de loi de ratification, ici même, en septembre de l'année dernière, j'avais eu l'occasion d'évoquer le lent cheminement de plusieurs années qui avait été nécessaire pour aboutir à cette étape significative sur la voie du désarmement. J'avais aussi souligné le rôle déterminant joué par les organisations non gouvernementales au plan national et international pour sensibiliser les opinions publiques à cette cause et peser sur les décisions des gouvernements. Je n'y reviendrai pas, car il ne s'agit pas ce matin de rappeler des choses que nous avons déjà examinées, rappelées en septembre dernier notamment. Mais il faut en revanche apprécier à sa juste valeur le résultat de tous ces efforts. Je voudrais notamment relever le rôle très positif joué par notre pays tout au long de ce processus. Ceci bien qu'il ait fallu qu'il soit souvent aiguillonné par les ONG qui sont Handicap International, la Croix-Rouge ou bien encore Amnesty International, comme c'est d'ailleurs leur rôle. Pour ne prendre que la dernière période, nos armées ont retiré du service les armes interdites par la Convention bien avant la signature. La France a très rapidement ratifié cette Convention et enfin, nous examinons les mesures législatives nécessaires à son application avant même la date de son entrée en vigueur au plan international. Je reconnais volontiers que cela témoigne concrètement de la volonté conforme à nos valeurs républicaines de parvenir à l'élimination totale de ces armes tellement contraires au droit humanitaire. L'affirmation de cette volonté pèse d'un grand poids à travers le monde quand on sait le rôle que joue notre pays au plan international en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, mais aussi la place qu'il tient parmi les grandes puissances militaires. Globalement, ce projet de loi d'adaptation dans notre droit national traduit fidèlement l'ensemble des avancées positives contenues dans la Convention d'Oslo. Que ce soit à propos de mesures précises de transparence sur la destruction des stocks et la rétention de ce type d'armes, de sanctions pénales fortes, ou bien encore de l'établissement d'une juridiction extraterritoriale permettant de sanctionner ces activités commises à l'étranger par des ressortissants français. Le projet de loi va même, dans certains cas, un peu plus loin, en élargissant, par exemple, la notion d'assistance aux activités illégales définie par la Convention. Notre commission a en outre utilement précisé et complété quelques aspects qui portent sur les définitions, la destruction des stocks et surtout l'élargissement du champ d'intervention de la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnelles. Tout ceci étant dit, je regrette pourtant que sur certains aspects, et non des moindres, le projet de loi qui nous est présenté ne soit pas plus précis et plus contraignant par rapport à certaines obligations contenues dans la Convention.
Je comprends tout à fait que l'urgence soit aujourd'hui de convaincre les nombreux pays n'ayant pas encore signé ou ratifié cette convention, qui est une base minimum de le faire. Mais j'estime pourtant que notre pays pourrait, avec d'autres, créer un effet d'entraînement en prenant quelques mesures importantes précisant certaines obligations. Je vise là, très concrètement, la question de l'interdiction des investissements et des financements par les États signataires des activités qui ont trait aux armes à sous-munitions. En effet, la Convention d'Oslo, dans son article 1C, permet implicitement d'interdire aux États signataires de financer ou d'investir dans des entreprises fabriquant ou commercialisant ces armes. Implicitement, car ceci est évoqué de façon détournée par l'obligation faite aux États de ne pas encourager, je cite, ou assister une activité interdite par la Convention. Ces formulations très générales entraînent une incertitude juridique qui permet de nombreuses interprétations de nature à échapper aux interdictions. Je regrette donc, Monsieur le Ministre, qu'en considérant que l'interprétation de ces notions est assez large, elle peut suffire à interdire partiellement ces financements. Il me semble qu'il y a pourtant là une ambiguïté qu'il faudrait lever. Ce serait un acte très concret, marquant davantage encore notre engagement dans le combat contre les armes à sous-munitions. Il y a bien une ambiguïté dans cette position, car pourquoi affirmer une interdiction sans se donner tous les moyens de la faire respecter? Par parenthèse, cette réflexion est également valable pour d'autres domaines de l'action gouvernementale. Il est évident que le financement ou l'investissement de ce type d'activité est une des conditions de leur existence. Dès lors, il faut que les choses soient clairement dites dans la loi. Monsieur le ministre, écoutez ce que vous disent sur cette question les associations qui s'en préoccupent. Mais prenez aussi en compte l'une des recommandations formulées par cette haute autorité administrative indépendante qu'est la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Je cite volontiers ce point précis, j'ouvre les guillemets, afin de lever toute ambiguïté juridique sur le principe comme sur l'interprétation, inscrire de manière explicite dans la loi l'interdiction des investissements et des financements tant directs qu'indirects dans des entreprises menant même partiellement des activités prohibées et liées aux armes à sous-munitions. Ce sont les propos de la Commission nationale. Ce serait une mesure qui traduirait concrètement la ferme volonté de notre pays d'éliminer ces armes et qui se mettrait en conformité avec des réalités existant déjà dans notre pays et à l'étranger. En France, par exemple, à la suite d'une action conjointe menée depuis 2006 par les branches françaises d'Amnesty International et Handicap International, de grands groupes financiers et d'assurances se sont publiquement dotés de codes de bonne conduite excluant toute forme d'investissement et ou de financement de ce secteur. Adopter une telle disposition législative ne pourrait que les conforter dans leur action. Parallèlement, d'un strict point de vue économique et non plus simplement éthique, la position de pays comme le Luxembourg et la Nouvelle-Zélande qui ont interdit ces financements, ou bien la Suisse, l'Allemagne et les Pays-Bas qui prévoient de le faire, devrait lever la crainte qu'a votre gouvernement de porter atteinte à la compétitivité de nos entreprises. J'avais bien entendu les arguments à l'époque que vous aviez avancés. Enfin, je pense qu'il faudrait également compléter cette mesure par l'élargissement de la compétence extraterritoriale de nos juridictions à la possibilité de poursuivre aussi des personnes morales pour ces délits. C'est le sens des amendements que nous avons déposés sur ce texte. En conclusion, Monsieur le Ministre, le groupe communiste républicain citoyen et des sénateurs du parti de gauche souhaite que vous preniez en compte nos remarques. Compte tenu de l'importante avancée que représente globalement
ce texte en faveur du droit humanitaire international et que j'ai évoqué largement dans mon intervention, nous voterons ce projet de loi sur l'élimination des armes à sous-munitions. Merci. Merci, mon cher collègue. La parole est pour le groupe socialiste à Madame Monique Cerisier-Benguiga. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, par ce texte, la France avance dans un processus législatif qui vise à éliminer les armes les plus perverses dont l'usage cause des dommages physiques irréversibles à des populations civiles. Je rends hommage au nom de mon groupe aux ONG qui ont été à la pointe de ce combat, Handicap International, Amnesty, la Croix-Rouge, et qui nous ont permis de mieux mesurer à quel point il était urgent de mettre fin à une telle barbarie. La loi du 21 septembre 2009 a autorisé la ratification de la Convention sur les armes à sous-munitions, première partie du processus initié avec la signature par la France de la Convention multilatérale relative aux armes à sous-munitions dénommée Convention d'Oslo, qui interdit l'utilisation, la production, le transfert et le stockage des armes à sous-munitions. Étant donné le grand nombre de pays qui ont ratifié cette convention, nous pouvons espérer une entrée en vigueur dès le 1er août 2010 et, comme notre rapporteur, je pense qu'il est souhaitable que la loi dont nous débattons aujourd'hui soit promulguée avant cette date. Cette loi constitue une avancée considérable pour la protection des populations civiles, principales victimes de ces armes, parfois très longtemps après la fin des hostilités. Nous approuvons la décision du gouvernement quand il a décidé de soumettre rapidement au vote du Parlement ce projet de loi. Le tribut humain des armes à sous-munitions est bien trop lourd au regard du droit international. L'utilisation massive de ce type d'armes en Asie du Sud-Est, comme le rappelait notre rapporteur, par l'armée américaine et au Liban au cours de l'été 2006 par l'armée israélienne a suscité une véritable prise de conscience. Leur emploi dans des zones habitées et cultivées, conjoint à leur fort effet de dispersion, entraîne un pourcentage très élevé de victimes civiles, des enfants notamment, puisque de nombreux types de bombes évoquent des jouets. Il fait subir aux populations civiles un risque majeur sur le long terme en raison du dysfonctionnement très important de ces armes qui restent sur le terrain où elles ont atterri sans avoir explosé et constituent parfois, des années après la fin des conflits, une menace quotidienne intolérable qui interdit, par exemple, la culture des terres. Cette convention constitue un outil juridique international contraignant qui permet d'aller bien plus loin que les textes antérieurs, telle la Convention du 10 octobre 1980 sur l'interdiction ou la limitation de certaines armes classiques. Cette convention s'était révélée insuffisante. La Convention d'Ottawa sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnelles et sur leur destruction constitue un modèle d'instrument juridique international contraignant. Comme ma collègue Catherine Tasca l'avait déjà souligné en septembre 2009 lors de la discussion sur la ratification de cette convention, je veux saluer le choix de Lionel Jospin, lors de son arrivée aux responsabilités en 1997, d'inscrire notre pays dans cette dynamique internationale pour le désarmement que la reprise des essais nucléaires en 1994 et 1995 avait stoppée. En œuvrant pour la signature de la Convention d'Ottawa et en faisant procéder à sa ratification le 8 juillet 1998, le gouvernement de la France avait relancé le processus de désarmement pour ces types d'armes. La Convention d'Oslo poursuit cette œuvre et l'on peut saluer la continuité de l'action de la France dans ce domaine d'un gouvernement à l'autre, d'une majorité à l'autre.
La deuxième partie de ce processus concerne, en France, l'adaptation en droit national des prescriptions de la Convention. C'est donc l'objet du projet de loi dont nous discutons aujourd'hui. Il s'agit d'un texte positif très attendu. Ce projet de loi procède à une adaptation fidèle en droit interne des préconisations de la Convention. Mais, et nous tenons à le saluer, ce projet de loi va parfois encore plus loin que le texte de la Convention, en particulier en ce qui concerne la notion d'assistance, les mesures de transparence et la définition des armes concernées. Monsieur le ministre, je m'efforce de rendre hommage en ce moment à l'action de votre gouvernement et je serais heureuse que vous m'écoutiez. L'interdiction d'assister, inciter ou encourager quiconque à s'engager dans les activités couvertes par la Convention implique l'interdiction de la fabrication, de l'offre, de la cession, de l'exportation et de l'importation, du commerce et du courtage, ce qui est une première dans un projet de loi connexe au régime des matériels de guerre, armes et munitions. Il faut toutefois relativiser un peu ce progrès dans la mesure où la notion de courtage n'existe pas en droit français, mais nous y reviendrons. Le projet de loi prévoit des mesures précises de transparence sur la destruction des stocks et la détention d'armes à sous-munitions et nous allons, dans notre discussion, proposer d'aller plus loin dans le bon sens de ce texte. Nous souhaitons renforcer un certain nombre de ces orientations. Par exemple, il conviendrait d'insister sur l'interdiction faite à toute entreprise de financer d'une manière directe ou indirecte, en France ou à l'étranger, des activités condamnées par la Convention d'Oslo. Financer une entreprise fabriquant ou commercialisant des armes à sous-munitions revient à encourager une activité interdite à la Convention. Aussi, bien que ce point soit implicite, il faut comprendre que l'interdiction d'assistance en son article 1C comme visant les financements dans des entreprises qui produisent ou commercialisent des armes à sous-munitions. Et là, nous avons un problème avec nos relations très étroites, en particulier avec l'industrie d'armement israélien, et dont certaines entreprises avec lesquelles nous sommes liés fabriquent par ailleurs des armes de sous-munitions. Dès lors, ne respecte pas les obligations prévues par le traité, tout établissement financier investissant ou finançant des entreprises engagées dans les activités liées aux armes à sous-munitions prohibées par la Convention d'Oslo. Pour respecter aussi bien l'esprit que la lettre de cette dernière et pour éviter tout flou juridique, la France devrait donc prévoir expressément dans ce projet de loi l'interdiction de toute forme de financement, qu'il s'agisse de financement direct ou indirect. Il nous semble également que la question relative à la définition précise des termes transfert et transit concernant les opérations de circulation d'armes à sous-munitions d'un État à un autre par la voie terrestre, maritime ou aérienne, et aussi la question de l'interdiction de courtage nécessite quelques explications puisque cette notion de courtage est peu précisée dans la loi française. Malheureusement, nous ne pouvons ignorer que les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde, le Pakistan et Israël ne sont pas parties à la Convention. Or, le principe d'interopérabilité inscrit dans la Convention autorise bien les États parties à participer à des actions militaires conjointes avec des États qui utiliseraient des bombes à sous-munitions. Ce principe est certes compréhensible du point de vue du réalisme politique et diplomatique, mais cette disposition réduit de façon importante la portée juridique et pratique du texte et nous devons tout faire pour inciter les États non encore signataires de la Convention à la ratifier. Monsieur le ministre, en conclusion,
Pouvez-vous assurer à la représentation nationale que, à défaut de s'interdire de s'engager dans une coopération et des opérations militaires avec des États non partis à la Convention, en Afghanistan par exemple, aux côtés des États-Unis, la France n'acceptera pas de prendre part à des opérations militaires au cours desquelles seraient employées par nos alliés des armes à sous-munitions. Si l'on doit comprendre que la France n'exclut pas de s'engager dans des opérations militaires au cours desquelles seraient employées des armes à sous-munitions, je ne suis pas certaine que cette prise de distance avec l'esprit de la Convention serait de nature à inciter les États non signataires à devenir partie de celle-ci. Sur ce point, Monsieur le Ministre, nous demandons des éclaircissements. Merci, ma chère collègue. Dans la suite de la discussion, la parole est à François Fortassin pour le RDSE. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous sommes invités à adopter un texte ayant pour but de transcrire en droit français les dispositions de la Convention d'Oslo sur les armes à sous-munitions, convention ratifiée pour la France en 2009. Conçue pour disperser sur une large surface une grande quantité de projectiles explosifs, ces armes ont provoqué, dans la vingtaine de pays où elles ont été utilisées, des dommages humanitaires disproportionnés au regard de leur justification militaire. Nous sommes face à la dernière marche d'un long processus d'interdiction totale de ce type d'armement. Il est temps d'aller au bout de ce long processus juridique et politique. Le Sénat s'honore de s'être intéressé à cette question à plusieurs reprises ces dernières années. En effet, un rapport d'information rédigé par notre excellent collègue Jean-Pierre Plancade nous alertait dès 2006 de la gravité de la situation humanitaire liée à l'utilisation des armes à sous-munitions. Depuis plus Je vous donne acte de cela. Je vous en donne acte, Monsieur le Président. Depuis plus de 20 ans, la communauté internationale s'insurge contre ce type d'armement créé pour lutter contre les unités blindées, et ce type d'armement n'a plus aucune justification militaire de nos jours. Faillibles et dépassées, les armes à sous-munitions sont une menace pour les populations civiles, non plus pendant, mais surtout après la fin des conflits. Deux raisons essentielles peuvent être avancées pour expliquer cette odieuse réalité. D'abord, un rayon d'action très important de ces armes, pour certains modèles notamment. Ensuite, à cause de leur faillibilité, elles créent de nombreux restes explosifs qui provoquent un risque permanent d'explosion. D'autre part, leur aspect brillant, elles ressemblent parfois à des canettes de soda, peuvent attirer les enfants. Depuis des décennies, les armes à sous-munitions ont pollué de nombreux champs de bataille à travers la planète. On peut citer notamment le Laos, le Vietnam, où 35 ans après les derniers bombardements américains, plusieurs dizaines de civils sont tués ou blessés chaque année du fait des sous-munitions non encore explosées. Les peuples afghans, libanais ou kosovars ont été aussi victimes de ce véritable fléau. Plus récemment encore, les territoires palestiniens en 2006 et géorgiens en 2008 ont été le théâtre de conflits dans lesquels ces armes ont été employées. Alors que le nombre de victimes avérées s'élève à 11 000, certaines évaluations globales, notamment celles réalisées par Handicap International, vont jusqu'à avancer le chiffre de 100 000 victimes depuis 1973. Conscient de la gravité de la situation, un groupe d'États est parvenu à relancer une discussion internationale ayant vocation à interdire totalement ce type de matériel. Prenant rapidement de l'ampleur lors de la conférence diplomatique de Dublin en mai 2008, cette démarche a abouti à la signature d'un texte par 96 pays le 4 décembre de cette même année à Oslo. Pour la première fois, la communauté internationale s'est dotée d'un texte prohibant les armes à sous-munitions. Ce texte marque une avancée capitale dans les domaines du désarmement, de la dépollution, de la neutralisation de ces armes, mais aussi, ce qui mérite d'être souligné, dans la prise en charge des populations civiles victimes.
Si le projet de loi reprenait l'essentiel de la Convention, nous pouvons saluer le travail de la Commission qui est venue à juste titre y adjoindre certaines précisions telles que l'extension du mandat de la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnelles qui avait par nature compétence à assurer le suivi de la mise en œuvre de la Convention ou prévoir que la destruction des stocks d'armes à sous-munitions devra se faire le plus rapidement possible. Ce processus d'interdiction n'est pas sans rappeler celui concernant les mines antipersonnelles. D'autre part, il faut dans les deux cas rappeler le rôle prépondérant et se féliciter que les organisations non gouvernementales ont été les premières à alerter les États sur le drame qui était en train de se dérouler. D'autre part, elle a aussi abouti à un instrument juridique, ici la Convention d'Ottawa, signée les 3 ou 4 décembre 1997, dont la portée est malheureusement relative. Dans les deux hypothèses, des pays producteurs et utilisateurs d'armes à sous-munitions ne font pas partie de la Convention. Et on peut citer en particulier les États-Unis, la Russie ou encore l'Israël et la Serbie, et la Chine, et où se sont déroulées malheureusement en Serbie des atrocités d'une façon énorme et de façon aussi et à une période très récente. À l'heure actuelle, moins de la moitié des États producteurs et à peine un cinquième des États utilisateurs ont adhéré à la Convention. Dans ces conditions, il faut se réjouir de l'élimination des armes à sous-munitions que nous sommes invités à voter aujourd'hui. Il ne faut pas occulter la réalité qu'afin qu'un maximum d'utilisateurs et de producteurs nous rejoignent au sein de la Convention d'Oslo. Si le chemin sera long avant qu'elle ne devienne une véritable norme internationale s'imposant à tous et conduisant à l'éradication pure et simple de ces calamités, elle a au moins le mérite que nous ayons pris à ce niveau un certain nombre d'initiatives qui sont saluées de façon internationale et il est bon qu'au regard de nos valeurs et que la patrie des droits de l'homme s'honore de ce type d'action. Notre pays a depuis l'origine un rôle moteur puisque la France était partie prenante aux discussions internationales qui avaient abouti quelques mois plus tard à la Convention d'Oslo. Il est à noter que la France a d'autre part retiré plus de 80% de ses stocks d'armes à sous-munitions. Dans le même sens, le vote à l'unanimité des deux assemblées de la loi du 22 septembre 2009 tendant à la ratification de la Convention constitue un signal fort de l'engagement de la France, dont nous ne pouvons là aussi que nous féliciter de façon très forte. Ayant pour effet d'ancrer la Convention d'Oslo et ainsi l'élimination des armes à sous-munitions en droit français, l'ensemble des membres de mon groupe apportent un soutien total à ce texte et nous espérons bien entendu que l'unanimité des sénateurs en fera de même. Merci, mon cher collègue. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à notre collègue Bernadette Dupont, apparentée UMP. Bonjour. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, si mon propos, pour certains de mes propos, présenteront une répétition par rapport à tout ce qui a été dit précédemment, il ne faudra considérer qu'ils ne feront que marteler une réalité et une vérité. Donc, d'abord, au nom du groupe UMP et probablement de l'ensemble de mes collègues, je voudrais saluer l'excellent travail et la détermination de notre collègue Joëlle Garriaud-Maylam sur un sujet sur lequel elle travaille depuis de nombreuses années, avec la détermination qu'on lui connaît. La séance de ce matin, me semble-t-il, revêt un caractère quelque peu solennel. Ce projet de loi est le fruit de notre engagement sur la scène internationale en faveur du désarmement et du respect du droit humanitaire. Vous me permettrez, mes chers collègues, de me réjouir de l'inscription à l'ordre du jour de ce texte et de sa rapidité depuis la ratification. Trop souvent, il faut attendre plusieurs années entre la signature d'un traité ou d'une convention internationale et le vote du projet de loi autorisant sa ratification par les parlements nationaux. Il faut encore attendre quelques années pour qu'il soit transposé dans notre droit commun. Et là, à peine plus d'un an après la signature de la Convention par la France à Oslo en décembre 2008, nous voilà en train d'adapter notre Code de la défense. À ce titre, je tiens à vous remercier, Monsieur le Ministre.
Il en va également de la crédibilité de la France en tant qu'acteur du désarmement au sein des autres puissances de la communauté internationale, mais aussi de notre crédibilité vis-à-vis, comme vous l'avez dit, Madame le sénateur et Madame le rapporteur, vis-à-vis des organisations humanitaires et des associations dont il faut saluer l'égale détermination en vue de l'élimination de ces armes à sous-munitions, armes terribles. Initialement conçues pour détruire des concentrations de véhicules blindés, ces armes présentent la possibilité d'atteindre des cibles sur des surfaces étendues en utilisant moins de munitions que les explosifs classiques. Composées d'une munition mère, ces bombes, obus ou roquettes dispersent plusieurs munitions destinées à exploser à l'impact. Mais la réalité est bien différente sur le terrain, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, pour les populations civiles. Depuis plus de 40 années, ce système d'armes a été utilisé dans une trentaine de pays, du Vietnam à l'Irak, en 1991 et en 2003, en passant par le Kosovo, le Sud-Liban en 2006, la Géorgie et l'Afghanistan. Leur usage ne s'est pas limité aux seules cibles militaires, hélas. Et le problème majeur de ce système d'armes, comme il a déjà été dit, tient à leur taux de dysfonctionnement beaucoup trop élevé par rapport aux autres armes conventionnelles. Après avoir été larguées, certaines armes à sous-munitions demeurent au sol sans exploser. Or, ces restes explosifs peuvent rester actifs pendant des années après l'arrêt des hostilités, et c'est là l'objet de tous les dangers. Ces armes s'apparentent ni plus ni moins à des mines antipersonnelles qui mutilent des populations tant dans leur chair que dans leur territoire. Le Sud-Liban en est une dramatique illustration. Monsieur le ministre, sur ce point, pourriez-vous nous éclairer quant aux opérations de dépollution des sols dans cette partie du pays? Mes chers collègues, je tiens à souligner la qualité du travail accompli également par notre commission. Nous ne sommes pas cantonnés au simple respect de l'article 9 de la Convention d'Oslo, qui nous invite à prendre les mesures réglementaires et dispositions législatives qui permettront l'application pleine et entière de la Convention. Les modifications que nous avons souhaité apporter aux articles du Code de la défense dépassent le stade de la simple transposition. Je veux parler notamment de l'article L. 2344-4 relatif à la destruction de nos stocks. Il y est introduit l'obligation d'une exécution rapide, dans un temps précis, de leur élimination. Cela démontre notre volonté de rigueur et notre souci de précision. De même, on ne peut que se féliciter de l'extension du mandat de la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnelles. La CNEPMA verra désormais ses attributions élargies et assurera une mission de suivi de l'application de la Convention d'Oslo, en plus de celle d'Ottawa. Cela témoigne à la fois d'une vision globale de la France en vue du désarmement et de son attachement aux droits humanitaires. Je voudrais vous livrer maintenant quelques observations sur le rôle que devraient jouer les membres de l'Union européenne en faveur du désarmement et de cette convention en particulier. L'intégration au sein de la communauté européenne ne peut se limiter au simple respect du pacte de stabilité financière ou d'autres critères d'ordre économique. C'est aussi une communauté de valeurs, parmi lesquelles celle du respect de la vie humaine. Il est donc primordial que nos partenaires européens non seulement signent, mais ratifient cette convention. Le sol européen, le Kosovo en particulier, est contaminé par ces restes explosifs. Et si les forces européennes accomplissent un travail post-conflit dans bien des domaines, il n'en demeure pas moins que les pays bénéficiant d'opérations de maintien de la paix ou d'aide de l'UE, bien que n'étant pas membres, devraient être parties à la Convention d'Oslo. Pouvez-vous à cet effet, Monsieur le Ministre, nous dire si l'Espagne poursuit à la tête de l'UE l'action et la promotion de la Convention menée précédemment par la France? Enfin, je vous rappelle, mes chers collègues, que la Convention d'Oslo ne nous a pas empêchés de voter en juillet dernier la loi de programmation militaire 2009-2014 et nous avons ainsi adapté à nos engagements. Excusez-moi. Ce projet de loi constitue donc un aboutissement de la politique que nous avons menée depuis 1996, année où nous avons décidé le retrait et la destruction des lance-grenades BLG 66 ou système Beluga de notre arsenal. Pour terminer, je dirais donc
qu'en adoptant ce projet de loi, notre pays adresse un message symbolique à la communauté internationale. C'est la démonstration qu'il est possible d'être une puissance militaire, de mener une réelle politique de défense et d'être en amont des négociations en faveur du désarmement. C'est pour cette raison que le groupe UMP est favorable à ce texte et le votera. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Dans la suite de la discussion, la parole est à Jacques Muller, rattaché au groupe socialiste pour 6 minutes. T'en fais pas. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, dommage qu'il soit parti, Madame le rapporteur, chers collègues, la France fait partie des pays qui ont signé et ratifié la Convention d'Oslo relative aux armes à sous-munitions. C'est tout à son honneur. Et je relève que de nombreux pays, et non des moindres, s'y sont jusqu'à présent refusés. Je ne reviendrai pas ici sur les dégâts humains collatéraux entraînés par l'emploi de ces armes, pendant, mais aussi après les conflits armés. Madame le rapporteur, le rapport d'information que vous aviez rédigé en décembre 2006 avec notre collègue Jean-Pierre Plancade était parfaitement explicite à cet égard. Monsieur le ministre Morin l'a également souligné tout à l'heure. Je tiens à saluer le rôle essentiel joué par les associations et organisations non gouvernementales, notamment Amnesty International et Handicap International, qui ont su attirer l'attention des gouvernements sur les conséquences dramatiques de l'usage de ces armes à sous-munitions, en particulier pour les populations civiles, et qui ont aussi su mettre la pression nécessaire à tous les niveaux pour faire avancer ce problème. Le projet de loi que nous examinons ce matin vise à transcrire la Convention d'Oslo en droit français et indéniablement, il va dans la bonne direction. Mais à l'instar des ONG mobilisées sur le sujet, je m'interroge encore. Ce projet de loi ne me semble pas être suffisamment précis en termes de transcription et de clarté d'interprétation. Sur plusieurs points, en effet, il me semble qu'une transcription insuffisante nous est encore proposée aujourd'hui. Comme si l'on ne souhaitait pas effaroucher certains industriels de l'armement ou certains États, utilisateurs ou fabricants d'armes à sous-munitions et non signataires de la Convention d'Oslo, avec lesquels nous intervenons sur des théâtres d'opérations militaires dans le monde ou avec lesquels nous avons des relations économiques ou diplomatiques privilégiées. À cet égard, il est regrettable que le projet de loi ne reprenne pas explicitement certaines obligations positives contenues dans la Convention, notamment celles qui ont trait à nos relations avec les États non partis à la Convention, avec lesquels nous sommes en situation d'interopérabilité sur certaines opérations extérieures. Il s'agit d'une lacune importante, car rien n'est dit sur l'attitude de la France face à l'utilisation d'armes à sous-munitions par nos alliés non signataires de la Convention. De même, n'est pas mentionnée dans le projet de loi l'interdiction claire du financement, direct ou indirect, des entreprises dont l'activité concerne toute ou partie les armes à sous-munitions. N'oublions pas que l'argent est le nerf de la guerre, une interdiction assortie de sanctions, mais qui oublierait les financements de ces activités illicites, laisse la porte ouverte au contournement des excellentes dispositions que nous nous apprêtons à voter. Sur ce point, il convient de rappeler qu'un certain nombre d'États signataires ont d'ores et déjà adopté une interdiction de ces financements, ou s'apprêtent à le faire. Il en est de même pour plusieurs établissements financiers français, qui ont pris les devants et excluent toute forme de financement et d'investissement pour compte propre ou pour compte de tiers, dans des entreprises impliquées dans la fabrication et le commerce d'armes à sous-munitions ainsi que de mines antipersonnelles. D'autres dispositions du texte qui nous est proposé méritent également d'être précisées, notamment l'extension des sanctions aux personnes morales, précisées comme l'extension de sanctions ainsi que la notion de transit des armes à sous-munitions à travers notre territoire national.
Faute de ces clarifications, la question reste encore posée. C'est celle de la volonté réelle de notre pays d'agir efficacement pour l'éradication complète des armes à sous-munitions. Ainsi, dans les relations diplomatiques et militaires que nous entretenons avec plusieurs pays non signataires, comme dans les opérations militaires menées conjointement, quels seront les moyens mis en œuvre concrètement par la France pour que soit étendue la signature et l'application de la Convention d'Oslo? À cet égard, il me semble qu'un signe fort pourrait être apporté par notre pays en diminuant symboliquement le stock d'armes à sous-munitions conservées aux fins d'entraînement ou de contre-mesures. De même, l'acquisition de sous-munitions hors conteneur est-elle vraiment nécessaire lorsque l'on connaît le caractère dangereux de leur déplacement éventuel sur le terrain et la nécessité de procéder à leur destruction in situ? Alors, en conclusion, j'exprime le souhait que nos discussions permettent d'apporter les précisions qui manquent, pour l'instant, dans ce texte qui va dans la bonne direction, mais qui laisse encore plusieurs questions importantes en suspens. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame le rapporteur, chers collègues, faisons en sorte que notre pays soit effectivement aux avant-postes du processus nécessaire engagé en faveur de la suppression totale de la fabrication et de l'usage des armes à sous-munitions dans le monde. Tel est le sens des amendements que nous déposerons aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Monsieur le ministre, c'était après? Très bien. Donc la discussion générale est close et nous passons à la discussion des articles. À l'article 1er, Monsieur Muller, je dirais, dès que votre campagne est finie, je vous donne la parole sur l'article 1er. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Monsieur le ministre, Madame le rapporteur, chers collègues, dans l'étude d'impact du projet de loi en matière d'impact économique, il est fait mention de 4 industriels produisant des matériaux ou composants pouvant entrer dans la composition d'armes à sous-munitions et qui verront leurs exportations contrôlées plus sévèrement et, le cas échéant, interdites. Je cite. Alors cette mention me conduit, Monsieur le ministre, à formuler ces 2 questions. Je vous demande, pour l'information de la représentation nationale, d'être plus explicite, d'abord quant à l'identité de ces industriels, quant à la nature des produits fabriqués, mais aussi quant à l'application des mesures envisagées dans l'étude d'impact prise à leur encontre. La deuxième question porte sur est la suivante. Dans l'hypothèse d'une interdiction des exportations telle que formulée dans l'étude d'impact, quelles dispositions sont envisagées par le gouvernement pour faciliter la reconversion des activités à vocation militaire des entreprises concernées vers des activités civiles? Monsieur le ministre, si une telle reconversion pose des questions en termes de transfert technologique du militaire vers le civil et de financement, les enjeux se situent aussi en termes d'emploi, ce qui, en période de crise, ne peut évidemment être éludé. Je vous remercie par avance, Monsieur le ministre, pour les précisions que vous apporterez à la Haute Assemblée sur ces 2 questions dont l'importance ne vous aura pas échappé. Merci, Monsieur Muller. Alors, un amendement numéro 4 qui est présenté par Jacques Muller. Monsieur Muller. Monsieur le ministre, Madame le rapporteur, chers collègues, le présent amendement a pour but d'éviter toute ambiguïté d'interprétation du terme transfert. En effet, aujourd'hui, par exemple, une société privée étrangère qui transiterait par les eaux françaises pour acheminer une cargaison d'armes à sous-munitions à un État non partie ne serait pas explicitement concernée par le projet de loi. Certes, dans la Convention d'Oslo, la définition du terme transfert à l'article 2 ne précise pas explicitement que le transit des armes à sous-munitions par les États parties est interdit en vertu de cette Convention. Mais rien ne nous interdit d'être plus précis pour éviter que les dispositions que nous allons prendre soient contournées. D'où la nécessité de rajouter opérations de transit afin que soient inclus dans les interdictions et les sanctions prévues dans le projet de loi le fait de faire passer des armes interdites
d'un bout à l'autre ou par-dessus notre territoire national, tout mode de transport, terrestre, aérien, ferroviaire, maritime ou fluvial. Tel est le sens de cet amendement de précision. Merci, mon cher collègue. Madame la rapporteure, l'avis de la Commission. Merci, Monsieur le Président. La Commission a émis un avis défavorable sur cet amendement parce qu'il nous paraît en contradiction avec le texte de la Convention d'Oslo, puisque, selon l'amendement, l'interdiction du transfert devrait couvrir le transit, alors que pour la Convention d'Oslo, le transfert n'inclut pas le simple transit, puisqu'il faut à la fois une introduction matérielle des armes interdites et un transfert du droit de propriété et du contrôle sur ces armes. Donc, avis défavorable. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, simplement pour répondre à votre question, ce sont 4 entreprises qui sont des entreprises que vous connaissez bien, du type SNPE, Rinco. Par ailleurs, pour la deuxième question, il s'agit d'une part marginale de leur activité. Et comme vous le savez, ce sont des entreprises sur lesquelles il y a des réorganisations et des restructurations importantes qui sont en perspective et en projet. Et donc, ça n'est pas déterminant dans leur activité au point de considérer qu'il faille mettre en place des dispositifs particuliers de reconversion. S'il le fallait, bien entendu, la délégation générale pour l'armement examinerait avec elle ce qu'il faut faire. Quant à l'amendement lui-même, l'amendement numéro 4, ma position est exactement la même que Madame la rapporteure, sachant que nous aurions des difficultés d'application. La question de transit aérien, quand il s'agit du survol du territoire national, ça me paraît compliqué, parce que vous n'êtes pas dans l'avion. La deuxième chose, c'est que je vous rappelle qu'un certain nombre de pays de l'Union européenne n'ont pas signé cette convention, et donc il nous semble qu'il faille rester dans le cadre de ce texte et dans le cadre de la convention, en appliquant intégralement la Convention, mais sans aller au-delà, au risque de ne pas rendre applicables les dispositions. Merci, Monsieur le Ministre. Explication de vote, Madame Benguiga. Oui, notre groupe tient à cet amendement parce que si on prend ce raisonnement que la difficulté d'application fait que finalement il ne faut pas prendre la mesure, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait sur les trafics de stupéfiants ? Il faut bien être capable d'arraisonner un bateau et de voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Dans un avion, en effet, c'est difficile. Encore que, on puisse tout ce qu'on fait pour limiter les transits de ces armes à sous-munitions est un moyen de rendre leur commerce et leur utilisation de plus en plus difficiles. Donc nous estimons que, évidemment, une telle mesure est difficile à appliquer, mais qu'elle est possible à appliquer dans un certain nombre de cas, et que nous savons bien qu'en matière de guerre et de munitions, tous les moyens sont trouvés pour contourner les embargos, les interdictions et les autres restrictions. Donc tout cela nous incite à la prudence et à la méfiance. Il faut donc être parfaitement clair dans les intentions et les principes, et nous ne devons pas laisser la moindre source de confusion. Bien sûr, nous comprenons votre remarque, Monsieur le Ministre, mais nous estimons que ce n'est pas une raison pour baisser la garde. Explication de vote, la parole à Jean-Louis Carrère. Oui, Monsieur le Président, merci. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame le rapporteur, moi je voudrais simplement vous dire, je suis sensible à vos arguments, mais vos arguments sont des arguments juridiques. Ce ne sont pas des arguments de portée politique. Excusez-moi, quand on est dans ce texte et dans son esprit que nous partageons et que nous soutenons, nous ne ferons pas de surenchère et nous ne chercherons pas à nous différencier pour provoquer un quelconque état d'esprit de compétition. Ce n'est pas l'objet, je vous assure. Mais il me semble que l'argument qui est de dire parce que nous ne pourrions pas vérifier dans les avions s'il y a des armes à sous-munitions en transit, alors ne l'inscrivons pas, est un argument qui tombe, excusez-moi. On doit plutôt se projeter en avant et dans la volonté politique et l'écrire
Tant pis, même si nous savons qu'il sera très difficile de le vérifier. C'est un état d'esprit et nous sommes d'accord sur cet état d'esprit. Il serait regrettable que l'on s'en prive pour des raisons purement juridiques, alors que la France mérite vraiment de rester à l'avant-garde sur ce projet. Merci. Pour explication de vote, Jacques Muller. Monsieur le ministre, Madame la rapporteure, j'ai écouté avec beaucoup d'attention les observations que vous avez faites. Je voudrais dire deux choses. La première, c'est que dans l'amendement précité, la liste des moyens de transit n'est pas précisée. Le mot avion ne figure pas. Le transit, je l'ai mis dans mon explication de vote. C'est dans la présentation de l'amendement que j'ai précisé, que j'ai fait la liste, mais ce n'est pas dans l'amendement. Dans l'amendement, on parle simplement de transit. Et donc le transit sur le territoire et sur la mer, on peut le contrôler. Donc je maintiens évidemment cet amendement. La deuxième raison, elle est plus politique. Vous l'avez dit à juste titre, la France ambitionne, chers collègues, d'être aux avant-postes. Eh bien, ne faisons pas une traduction, une transcription minimaliste du texte de la Convention. Nous devons d'être précis, et je maintiens évidemment cet amendement, pas dans un esprit de surenchère, mais pour que nous verrouillions toute possibilité de contournement. Bien, je vais mettre aux voix l'amendement numéro 4. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement n'est pas adopté. Un amendement numéro 5. Monsieur Muller. Oui, Monsieur le ministre, Madame le rapporteur, le projet de loi ne définit pas la notion de courtage qui n'existe pas en droit français. Certes, un projet de loi concernant en principe les activités de courtage a bien été déposé en 2006 sur le bureau de l'Assemblée nationale, mais il n'a toujours pas été adopté. C'est pourquoi, dans le projet en discussion, la notion de courtage, non définie en droit français, doit être remplacée par celle d'intermédiation, qui est plus large et qui permet de rendre compte de la réalité de l'ensemble de la chaîne existant du producteur à l'utilisateur final. En effet, interviennent dans celle-ci les courtiers, les transporteurs et les financiers. Il me paraît donc nécessaire d'inclure tous ces acteurs du champ d'application de la loi pour permettre à cette dernière d'atteindre les excellents objectifs que nous nous sommes fixés. Très bien. Madame le rapporteur. Oui, monsieur le sénateur, sur le fond, la Commission partage totalement votre point de vue, enfin l'objectif de cet amendement, puisque la notion d'intermédiation couvre un champ plus complet que celle du courtage au sens strict. Je voudrais quand même préciser que la notion de courtage est définie en droit français au Code civil et au Code du commerce. C'est plutôt la notion d'intermédiation qui, elle, n'est pas vraiment définie, puisqu'il y a effectivement un projet de loi qui vise à définir cette intermédiation, mais qui n'a pas encore été inscrit à l'ordre du jour du Parlement. Donc je reconnais qu'il serait plus pertinent de se référer à cette intermédiation, puisque c'est une notion plus large que le courtage, mais il faudrait que cette notion puisse être très rapidement définie, consacrée au plan législatif. Donc j'aimerais bien, Monsieur le ministre, au nom de la Commission, vous demander votre avis, votre opinion. Est-ce que vous envisagez l'inscription de ce projet de loi à notre ordre du jour et pourrait-on retenir aujourd'hui la notion d'intermédiation avant qu'elle ait été validée par la loi? Et compte tenu de ces incertitudes, la Commission avait décidé de s'en remettre à la sagesse de notre Assemblée. Monsieur le ministre. Simplement, Madame la rapporteure, c'est qu'aujourd'hui, en droit français, c'est le courtage qui existe. Comme vous l'avez dit, c'est ce mot-là qui est défini à la fois dans le Code du commerce et dans le Code civil. En effet, depuis juin 2007, un projet de loi a été déposé, je crois, sur le bureau de votre Assemblée pour définir la notion d'intermédiation, mais dans l'état actuel du droit positif, il me semble nécessaire de maintenir le mot de courtage,
Si le code le droit positif vient à intégrer le mot d'intermédiation, il sera toujours temps à ce moment-là, éventuellement, de déposer un amendement pour que vous puissiez développer les choses. Mais si on met intermédiation aujourd'hui, alors que ça n'existe pas en droit positif, vous faites l'inverse. C'est-à-dire que vous videz le texte de son sens. Donc, moi, je vous demande de maintenir le texte en l'état, et puis éventuellement à charge, lors de l'examen du projet de loi, sur l'intermédiation, de prévoir un amendement qui permettra de compléter le dispositif actuel. Bien. Explication de vote, Madame la rapporteure. Oui, non, je souhaiterais peut-être à ce moment-là demander à notre collègue Monsieur Muller de retirer cet amendement compte tenu des explications qui ont été données par Monsieur le ministre. Sinon, je serai contrainte d'appeler à voter contre cet amendement. Monsieur Carrère, pour explication de vote. Moi, je crois que, compte tenu de la bonne volonté de la Commission et de Madame le rapporteur et de ce que vient de nous dire Monsieur le ministre et de l'engagement qui est pris d'amender le texte en fonction de la définition de l'intermédiation, il serait sage effectivement de voter le texte en l'état et de prendre l'engagement de l'amender lors de la définition de l'intermédiation. Merci Monsieur Carrère. J'en déduis qu'il est retiré. Très bien. Alors deux amendements en discussion commune. Un amendement numéro 1 qui est présenté par Monique Cerisier-Benguiga. Donc, nous souhaitons, après l'alinéa 12, insérer un alinéa ainsi rédigé. Est interdit le financement direct ou indirect de toute entreprise de droit français ou de droit étranger dont l'activité comprend les actions interdites susmentionnées. Donc, en fait, le texte interdit déjà la mise au point, la Convention interdit déjà la mise au point, la fabrication, la production, l'acquisition, le stockage, la conservation, etc. et l'emploi des armes à sous-munitions. C'est très bien. Le texte ajoute qu'il est également interdit d'assister, d'encourager ou d'inciter quiconque à s'engager dans une des activités interdites susmentionnées. C'est encore mieux. Alors, je vous demande, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, de faire encore un effort et de rendre le texte bien plus précis et percutant en interdisant le financement direct ou indirect de toute entreprise de droit français ou de droit étranger dont l'activité comprend les actions interdites déjà explicitées. En effet, nous considérons qu'investir dans une entreprise fabriquant ou faisant le commerce d'armes à sous-munitions constitue une activité déjà interdite par la Convention d'Oslo, puisque celle-ci condamne qu'on encourage, assiste ou incite quiconque à s'engager dans ces activités. En la matière, il est indéniable que la meilleure façon d'encourager ou d'inciter est encore d'investir de l'argent, beaucoup d'argent, dans ce type d'industrie ou de commerce à but mortifère. Certains pays européens, comme la Belgique, le Luxembourg, ont d'ores et déjà interdit ce financement dans leurs lois nationales. Je crois savoir que d'autres pays qui nous sont proches, la Suisse, l'Allemagne et les Pays-Bas, devraient à moyen terme adopter des législations interdisant les financements, les investissements directs ou indirects dans ces industries perverses. C'est pourquoi je vous demande d'adopter cet amendement qui viendrait ainsi compléter utilement le dispositif de la loi proposé par le gouvernement et amendé positivement par la Commission. Merci, mon cher collègue. Amendement numéro 2, il est présenté par notre collègue Robert Hue. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, c'est tout à fait dans l'esprit de ce que vient de dire ma collègue socialiste. Nous souhaitons vraiment inscrire clairement, je dis bien clairement, sans aucune ambiguïté, dans la loi l'interdiction de tout financement direct et indirect d'entreprises engagées dans ce type d'activité. Nous souhaitons ainsi lever une ambiguïté concernant la possibilité de financer des entreprises fabriquant ou faisant commerce d'armes à sous-munitions. La notion d'assistance, d'encouragement ou d'incitation reprise dans l'article 1C de la Convention d'Oslo
ne sont pas, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, suffisamment explicites. Et puis nous voyons très bien la façon dont sont contournés systématiquement ces textes. Ne nous trompons pas, nous avons un esprit aujourd'hui très convergent sur cette loi, mais il y a des groupes qui sont complètement, dont l'activité essentielle est le contournement, parce qu'il y a du fric derrière, il y a de l'argent, il y a des moyens financiers considérables. Donc il faut être clair, il faut qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, et c'est l'esprit dans lequel nous présentons cet amendement. Comme je l'ai déjà exprimé, ce serait une mesure qui traduirait concrètement la ferme volonté de notre pays d'éliminer ces armes et qui se mettrait en conformité avec des réalités existant déjà dans notre pays et à l'étranger. Et je dis aussi à mon tour, je l'ai évoqué dans mon intervention tout à l'heure, il y a des pays comme le Luxembourg, la Belgique ou la Nouvelle-Zélande qui s'engagent, et d'autres en passent d'être engagés dans cette affaire, la Suisse, l'Allemagne et les Pays-Bas. Ces pays ont compris l'enjeu de la question de l'investissement et du financement en interdisant ce type d'activité et en l'inscrivant dans la loi. Je vous le dis, ne soyons pas en retrait, nous allons franchir un pas important aujourd'hui, ne soyons pas en retrait, et il faut accepter cette proposition qui serait un geste politique fort, je crois. C'est important ce geste, et les ONG l'attendent, nous l'attendons, c'est le sens de cet amendement que nous souhaitons voir adopté. Collègue, Madame le rapporteur, l'avis de la Commission sur ces deux amendements. Oui, merci Monsieur le Président. Bien évidemment, l'intention dans ces deux amendements est parfaitement louable et nous la partageons tous, cette intention. Mais ces deux amendements qui ont un objet identique ont reçu un avis défavorable de la Commission. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces amendements présentent au moins deux difficultés. D'une part, ils interdiraient aux entreprises françaises de nouer tout partenariat avec des groupes étrangers qui seraient concernés même de manière très marginale ou indirecte par la fabrication d'armes à sous-munitions ou de certains de leurs composants. Vous le savez, de nombreux pays n'ont pas signé cette convention d'Oslo. Et pourtant, nous travaillons avec ces pays. On nous parle bien sûr de la Belgique, du Luxembourg. Je ne voudrais pas faire offense à ces pays. Nous n'avons pas les mêmes enjeux. Et je crois que notre devoir en tant que parlementaires est aussi de prendre nos responsabilités. Alors bien évidemment, nous aimerions aller plus loin, mais je crois qu'il faut assumer nos responsabilités. Et enfin aussi, j'aimerais ajouter que la notion de financement indirect pose une évidente difficulté de contrôle, par exemple pour les fonds d'investissement, ce qui rendrait la disposition difficilement acceptable. Donc je suis au regret de maintenir notre position d'avis défavorable. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, j'aimerais pas me retrouver en situation d'accuser. J'ai vraiment incité le ministère de la Défense à être acteur de cette convention. J'ai vraiment poussé notre administration, appelons ça comme ça, à ce que nous soyons des partenaires du Quai d'Orsay et du ministère des Affaires étrangères pour que la France soit exemplaire et porte les idéaux qui sont les siens à travers cette convention. Et donc qu'aujourd'hui je me vois amené à proposer le rejet de ces amendements, j'aimerais bien que on ne me passe pas pour l'affreux qui voudrait limiter le contenu de ce dispositif. Écoutez, il faut se dire les choses franchement. Je vais les dire, c'est pas insulter la Belgique et le Luxembourg que de considérer qu'ils n'ont pas forcément des partenariats industriels considérables avec les industries étrangères sur les sujets dont nous parlons. C'est que la France, alors on peut le regretter, mais c'est ainsi. Moi, je pense que c'est un atout considérable parce que si nous n'avions pas eu notre industrie d'armement, nous n'aurions pas pu développer des tas d'industries civiles dont aujourd'hui nous considérons que la France peut s'enorgueillir, comme l'industrie aéronautique ou l'industrie spatiale. Nous avons 250 000 à 300 000 salariés qui travaillent dans l'industrie d'armement française. Cette industrie d'armement, vous êtes en permanence en train d'appeler à ce qu'elle noue des partenariats européens et que nous construisions l'industrie européenne de défense. Nos partenaires européens ont signé une convention qui ne prévoit pas, je le rappelle, qui ne prévoit pas ce dispositif. Et donc,
je vous demande de ne pas être plus royaliste que le roi ou de vouloir stipuler pour autrui. Moi aussi, je le souhaite au plus profond de moi-même, mais quand vous avez en tête qu'il n'y a qu'aujourd'hui 40 pays qui ont ratifié cette convention, que sur l'ensemble des pays de l'Union européenne, à part la Belgique et le Luxembourg, aucun ne prévoit un dispositif de ce genre, vous voyez bien que vous rendez la tâche de l'industrie française extrêmement compliquée, même avec des entreprises dont l'activité est totalement marginale et dont on voit bien que les conditions d'application et les difficultés d'application seraient considérables. Comment aller savoir que tel ou tel grand groupe européen ou américain, il y a même des pays de l'Union comme la Pologne, avec lesquels nous essayons de nouer un certain nombre de partenariats industriels, qui purement et simplement n'ont pas signé la Convention. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se refuse toute convention avec tout accord industriel avec ces pays, alors que vous appelez en permanence de vos vœux de nouer des relations industrielles avec tous les anciens pays d'Europe centrale et orientale pour développer une industrie européenne qui soit capable de pouvoir rivaliser et d'être en concurrence avec l'industrie américaine. Donc je vous demande simplement de bien vouloir considérer que ça n'est pas votre intention est formidable, tout le monde la partage. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est totalement inapplicable, à moins de vouloir handicaper lourdement une industrie dont vous appelez dans de nombreuses interventions et dans de nombreux courriers à faire en sorte qu'elle puisse être maintenue au niveau pour permettre aux 300 000 salariés français de continuer à pouvoir travailler. Merci, Monsieur le Ministre. Pour explication de vote, la parole est à Jean-Louis Carrère, puis à Monique Cerisier-Benguiga. Sens du vote, moi. Je suis un petit peu étonné, quoi. J'interviens en disant qu'on est dans le même état d'esprit. Non, on n'est pas dans le même état d'esprit. Pardon de le dire avec une certaine gravité. Vous me rappelez la dérive du Grenelle 1, quoi. Ben oui, oui. Vous êtes pour la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, vous êtes pour tout ça, et puis quand il y a un problème dans l'agriculture, vous l'êtes plus, puis quand il y a un problème ici ou là, vous renoncez. Et là, c'est pareil. Alors bon, vos arguments, Monsieur le Ministre, il y en a qui sont respectables, qui sont compréhensibles, qui sont admissibles, mais il faut savoir si ici on est pour éradiquer la fabrication et l'emploi des armes à sous-munitions, ou si on a tout un tas de bonnes raisons économiques, industrielles ou autres, qui feraient qu'on abandonnerait l'objet initial de ce texte. Alors, c'est bien gentil, c'est bien sympathique de nous dire « mais non, votre esprit est louable, c'est intéressant, c'est tout ce que vous voulez, mais on ne peut pas le faire, pas encore, ça viendra ». Non, moi je pense que la France doit jouer un rôle, et un rôle de leadership, et ce rôle de leadership, sans rien casser, Monsieur le Ministre, on n'est pas des va-t-en-guerre, on n'est pas en train de vous dire renoncez à tout contrat, mais essayez par la conviction de faire reconnaître nos positions et d'obtenir justement de nos partenaires plutôt qu'ils s'alignent sur nos positions que le contraire, que nous nous alignions sur des positions contraires à ce que nous aurions voté. Donc moi je pense que c'est quelque chose de très important, que c'est quelque chose de très net et que nous devons, vis-à-vis de toutes celles et de tous ceux qui manifestent cet attachement autour de ce texte, qui nous ont initiés, qui nous ont convaincus, qui nous ont nourris, qui nous ont aidés, qu'on doit leur montrer que vraiment notre attachement à l'éradication de ces armes est indéfectible et qu'elle ne peut pas faire l'objet d'un marchandage, fût-il important pour l'avenir de certaines unités de fabrication de notre pays. Et pour explication de vote, la parole est à Monique Cerisier-Benguiga. Oui, je ne répéterai pas ce que vient de dire mon collègue, mais il y a quand même un problème. La France a une industrie d'armement, et cette industrie d'armement, heureusement, elle emploie 300 000 personnes, mais si nous devons continuer à avoir des accords interentreprises, des joint ventures, etc., avec des entreprises, en particulier israéliennes, parce que le nom que vous n'avez pas cité, c'est Israël, hein, c'est surtout avec, et tout à fait normalement, avec Israël que nous avons beaucoup de collaboration sur le plan de l'armement, et évidemment, nous savons bien que les industries israéliennes fabriquent des bombes à sous-munitions, parce qu'Israël en est un gros utilisateur. Donc, vous ne voulez pas aller plus loin parce que ça porte une atteinte à ces coopérations-là. Ministre. D'une part, ce n'est pas la question de nos relations industrielles avec Israël. Très franchement, on a une coopération totalement accessoire avec Israël. Ce n'est absolument pas le sujet. Le sujet, il est très simple. Je vais vous prendre des exemples. Vous dites financement direct et indirect.
Alors, qu'est-ce que devient une entreprise comme EADS? Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'elle fait lorsqu'elle décide de passer des accords avec l'industrie américaine et avec ses filiales américaines? Je prends un autre exemple, DCNS. DCNS est en train de travailler sur des accords avec la Pologne. On arrête? Le programme A400M, vous êtes tous demandé, vous m'avez pendant 9 mois interrogé en me disant alors, monsieur le ministre, le programme A400M, est-ce que la France et l'Europe vont être capables de faire un avion de transport militaire? Vous faites quoi? Vous arrêtez l'avion de transport militaire? Alors, quatrième sujet, nous avons décidé de faire un programme qui s'appelle MUSIS, d'observation satellitaire, pour que l'Europe soit en mesure de ne pas dépendre de l'observation américaine et que nous ayons une capacité stratégique d'autonomie d'observation qui soit propre à l'Europe, qui nous permette de pouvoir décider par nous-mêmes si telle ou telle crise, pour pouvoir observer ces crises et avoir cette capacité, cette autonomie de décision stratégique. On arrête ce programme? Eh bien si, parce que quand vous dites l'interdiction de financement direct et indirect, ça veut dire qu'à chaque fois que vous lancez un programme avec une industrie européenne d'un pays non signataire ou nous n'ayons pas ratifié cette convention ou ne le prévoyons pas dans son droit positif, ça veut dire clairement et simplement que vous arrêtez à peu près tous les partenariats industriels possibles et imaginables. Mais par ailleurs, cessez de considérer que la question est avec Israël. Nous avons une coopération avec Israël qui est extrêmement... Non mais je dis ça à madame le sénateur, c'est pas le sujet, c'est absolument pas le sujet. Le seul partenariat que nous avons avec Israël, c'est sur les drones, et encore, de façon extrêmement limitée. Donc c'est vraiment pas le sujet. La question est que si vous décidez d'adopter un tel dispositif alors que les autres pays européens ne l'ont pas adopté, eh bien, clairement, tous les programmes que vous faites tomberont sous le coup de ce texte. Et donc, il ne s'agit pas simplement d'être espèce de va-t-en-guerre ou de soutenir une industrie de défense porteur de la misère et de la mort de l'humanité. C'est que, très clairement, il faut rester, j'allais dire, dans le domaine du possible. C'est tout. Voilà. Explication haute, la parole est à Robert Hue. Oui. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, chers collègues, je crois que nous touchons au fond. Nous avons dit, j'ai moi-même dit dans mon intervention dès le départ, combien nous approuvions globalement ce texte. Mais là, à travers la discussion, nous voyons apparaître des questions, en tous les cas en ce qui me concerne, fondamentales et qui posent le problème de notre industrie d'armement et de sa place dans l'économie française ou dans l'économie internationale. Et donc le problème du commerce des armes, il faut appeler un chat un chat. Et là, si nous nous battons sur cet amendement, c'est que nous ne voulons pas qu'il y ait contournement, en fait, du dispositif et de la loi. Mais Monsieur le ministre a dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas que nous handicapions notre industrie d'armement. Certes, encore qu'on peut regarder comment faire autrement avec l'industrie d'armement. Je considère aujourd'hui que la fuite en avant qui consiste, pour des raisons économiques, à donner une place au commerce des armes dans le monde, et en France aussi, et donc pouvant être contournée dans le dispositif qu'on évoque là, est quelque chose de gravissime. Nous voyons bien, avec le débat qui se passe en ce moment sur la Grèce, comment un certain nombre de banques, pour mieux récupérer et mettre en œuvre leurs contrats d'armes avec la Grèce, sont en avance sur ceux qui veulent effectivement mettre en œuvre l'austérité. Donc je crois qu'il y a quelque chose de fond là. Ce n'est pas le débat essentiel peut-être décidé aujourd'hui, mais il faudra bien que nous ayons le débat sur ce problème du commerce des armes et la part de l'industrie d'armement dans notre industrie. Si c'est le seul vecteur économique de notre puissance, ça pose un problème majeur. Pour explication, Monsieur le ministre, je vous en prie. Je vais arrêter, mais simplement, ce n'est pas le commerce des armes. Là. Ce dont je vous parle, c'est le programme européen. C'est le programme que nous faisons en commun. On est très loin du commerce des armes. Il s'agit de programmes européens que nous appelons tous de nos vœux pour mutualiser et réduire le niveau de dépenses. Donc on est très loin de ça. Et puis, monsieur le sénateur, quand des sénateurs communistes prendront la parole pour évoquer la situation de telle ou telle entreprise française, et notamment d'entreprises comme DCNS, comme la SNPE, etc., j'aurai l'occasion d'évoquer avec vous, d'évoquer avec eux les propos que vous venez de tenir. Parce que, très franchement, les entreprises françaises, heureusement qu'elles sont en mesure, dans les limites de la réglementation, de pouvoir s'engager dans des programmes avec un certain nombre de pays étrangers. Pour explication de vote, la parole est à Monsieur
Muller. Je vous rappelle que dans le règlement, on n'intervient qu'une fois en explication de vote et ma fonction est de le faire respecter. Monsieur Muller, vous avez la parole. Parmi les amendements que nous avons déposés, c'est pour nous évidemment l'amendement central. L'amendement central parce que nous estimons qu'il est d'abord nécessaire d'inscrire cette disposition dans la loi. Le texte est clair sur la production et le stockage. Je regrette pour ma part que nous n'ayons pas clarifié sur le transit. Mais le texte ne peut pas rester silencieux sur les activités financières. Nous savons que cette activité de production militaire et notamment d'armes à sous-munitions, sont particulièrement lucratives. Et donc le financement est au cœur du problème. Par ailleurs, il s'agit de marchés qui sont en développement, il faut le dire, sur les théâtres d'opération dans le monde. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, vous avez évoqué des arguments européens, internationaux, mais ça c'est aussi une réalité. Ce sont des marchés qui se développent. Alors où nous prenons notre part pour éviter que l'on continue de produire et d'utiliser ces armes dans le monde, ou bien nous passons à côté du problème. Donc sur le fond, nous ne pouvons pas ne pas intégrer cette disposition. Deuxième aspect, c'est possible. C'est possible. Certains pays ont été évoqués, je rajouterai la Nouvelle-Zélande, la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg, la Norvège, le Rwanda et le Liban. Le Liban aussi a pris cette disposition. Ça vous fait sourire, mais c'est une réalité. Un bon nombre de pays aujourd'hui prennent leur part au combat mondial contre ces armes à sous-munitions. Eh bien, prenons-là aussi notre part. Certains pays ont déjà pris cette disposition, d'autres s'apprêtent à le faire. La Suisse, la Hollande, l'Allemagne aussi. Leurs parlements ont pris des motions. Ça va se traduire dans le droit national. Il y a aussi des groupes économiques qui ont pris ces dispositions. Des banques françaises, AXA, BNP Paribas, le Crédit Agricole, la Société Générale, je ne vais pas les citer tous, Natixis, ce sont autant de groupes financiers qui, à la demande des ONG, ont pris leurs responsabilités et ont cessé de financer ces activités. Alors si des groupes financiers ont pu le faire, nous aussi, on doit être capable, en tant que parlementaires, d'inscrire dans la loi l'interdiction de ce financement. Je suis convaincu que c'est un des moyens essentiels pour que d'autres pays aussi nous suivent. Je vous remercie. Je vais mettre aux voix l'amendement numéro 1. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement n'est pas adopté. Sur l'amendement numéro 2, y a-t-il des explications de vote? Je n'en vois pas. Si, Monsieur Carrère. La seule chose que je voulais ajouter dans ce débat, où on n'a pas tout dit, mais où on a dit l'essentiel, c'est que, bien sûr que je ne me permettrai pas de balayer d'un revers de main les arguments de Monsieur le ministre de la Défense. Mais je voudrais dire à Monsieur le ministre de la Défense que pour moi, il est assez facile d'y répondre. Il suffit que les partenaires de ADS ou de DCNS puissent sortir des activités interdites de partenariat industriel et l'affaire est jouée. Pourquoi faut-il que ce soit nous qui nous mettions en bas de l'échelle pour poursuivre et pourquoi ne peut-on pas leur demander un effort à eux? Si on est sûr de ce que l'on veut faire, enfin, je ne comprends pas cette espèce de méthode qui consiste à préparer ou à présenter des textes qui ont l'assentiment de tout ce qu'ils demandent, qui, comme le miroir aux alouettes, nous permettent d'envisager que ce sera très très bien, puis tout d'un coup, par derrière, un coup de freinage extraordinaire pour permettre tous les partenariats. Non, moi je maintiens, Monsieur le Ministre, qu'on doit pouvoir trouver, avec un groupe comme ADS, compte tenu des pays qui sont partenaires et compte tenu de l'état d'esprit de ceux qui le financent, facilement une issue par la sortie justement de ce groupe de partenariat qui correspondrait à des activités interdites. Donc je pense que c'est une fausse méthode. Très bien, je vais mettre en voie l'amendement numéro 2. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement numéro 2 n'est pas adopté. Un amendement numéro 6, il est présenté par Jacques Muller. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame le rapporteur, chers collègues, le projet de loi prévoit des mesures de transparence sur la destruction des stocks et la rétention d'armes à sous-munitions et précise un nombre maximum d'armes à sous-munitions
et de sous-munitions retenues à des fins d'entraînement de nos troupes qui peuvent être confrontées à ce type d'armes. Cependant, je m'interroge sur les besoins réels de notre armée en la matière. Un nombre moins important ne pourrait-il pas être affiché? Ne serait-ce pas donner un signe clair de notre volonté de réduire et d'interdire à terme ces armes à sous-munitions dans le monde? D'où ma proposition de diminuer symboliquement d'une centaine d'unités le nombre maximum d'armes détenues au terme du délai prévu de 8 années. Merci, Madame le rapporteur. Nous pourrions peut-être examiner en même temps les amendements 6 et 7 de M. Müller. Si vous... Oui, J'en gagnerai du temps. Parfaitement. Merci. Si vous voulez, c'est très simple. Le projet de loi est très clair. Il propose de ramener de 500 à 400 le nombre maximal d'armes. Et l'amendement suivant donc supprime la possibilité prévue par la Convention de détenir des sous-munitions hors conteneur. Je voudrais quand même renvoyer notre collègue et ami, monsieur le sénateur Müller, à l'étude d'impact qui a été jointe au projet de loi et qui précise qu'il existe environ 200 types d'armes à sous-munitions dans le monde détenues à 90% par des États qui n'ont pas signé la Convention d'Oslo. Donc très honnêtement, mon cher collègue, quand vous avez 200 types d'armes à sous-munitions, que nous pouvons penser que dans les années qui viennent, le nombre de ces armes à sous-munitions, de ces types d'armes risque encore d'augmenter, franchement, détenir 500 armes à sous-munitions, c'est très peu. Nous en avons besoin pour la formation de nos démineurs. Nous en avons besoin pour l'information de nos forces. Et pour vous parler très franchement, moi, ce nombre me semble même faible. À titre de comparaison, il y a 5000 mines antipersonnelles qui sont autorisées par la France. Vous voyez le décalage. 5000 armes à sous-munitions. 5000 mines antipersonnelles, 500 armes à sous-munitions. Donc vraiment, je crois que je souhaiterais vous demander de retirer votre amendement. Sinon, la Commission émettra un avis défavorable. Merci, Madame la Ministre. Simplement, nous avons recensé 218 types d'armes à sous-munitions. Donc, ça fait 2 par type. Il faut quand même qu'on entraîne nos démineurs. Il faut qu'on soit en mesure de mener une expertise parce que nos hommes, ils se retrouvent ensuite sur des terrains sur lesquels, éventuellement, ils sont confrontés à ces armes à sous-munitions. Donc, je ne veux pas être désagréable, mais je pourrais l'être là. Bien. Explication de vote sur le 6, Monsieur Müller. Vous aurez bien compris qu'il s'agissait, Monsieur le Ministre, d'un amendement d'appel et je souhaitais avoir une explication publique que vous m'avez donnée. Et donc je retire les 2 amendements qui relèvent, vous l'avez compris, de la même philosophie. Donc vous voyez que le problème s'est réglé tout seul. Alors, 6 et 7 sont retirés. Nous en arrivons maintenant à un amendement 8, les amendements 8 et 3 qui sont en discussion commune. Alors l'amendement 8, Monsieur Müller, vous levez les mains désespérément, mais c'est pas moi qui dépose les amendements, hein. Donc il faut que je vous donne la parole. Hein. Non, je ne suis pas désespéré, rassurez-vous. C'est le Müller chaud, hein. Allez-y, sur le 8. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame le rapporteur, chers collègues, la Convention d'Oslo énonce en son article 9 que chaque État partie prend toutes les mesures nationales d'application, y compris l'imposition de sanctions pénales, pour prévenir et réprimer toute activité interdite à un État partie en vertu de la Convention qui serait menée par des personnes, je cite, ou sur un territoire sous sa juridiction ou son contrôle. Vous aurez compris que le terme « personne » dans le texte de la Convention ne précise pas s'il s'agit de personnes physiques ou morales, même si cela est sous-entendu. La nature de la Convention interdit clairement la production d'armes à sous-munitions, ce qui est le fait d'entreprises qui disposent par conséquent de la qualité de personnes morales. Mais la manière dont est rédigée la proposition d'article L. 2344-10 de notre projet de loi laisse entendre qu'elle ne s'appliquait qu'aux personnes physiques, je cite, un Français, et non aux personnes morales françaises pouvant commettre des infractions à l'étranger via notamment leurs représentants. D'où notre proposition d'amendement qui vise à apporter cette précision
qui nous apparaît rigoureusement indispensable. Ne pas le faire serait permettre une interprétation de la loi, ouvrant la porte à des pratiques contraires évidemment à l'esprit de la Convention. Amendement numéro 3, présenté par Robert Hue. Monsieur le Président, mes chers collègues, je vais dans le même esprit, notre collègue Muller. Nous proposons dans cet amendement, après les mots par un Français, d'insérer les mots ou une personne morale. Ceci, je l'ai dit dans mon intervention tout à l'heure, afin de compléter ce texte en élargissant la compétence extraterritoriale de nos juridictions à la possibilité de poursuivre aussi des personnes morales pour ces délits. En effet, conformément à l'article 9 de la Convention d'Oslo, le projet de loi prévoit que la loi française s'applique aux délits relatifs aux armes à sous-munitions commis hors du territoire de la République, tel qu'il est actuellement rédigé. Cet article ne mentionne que les personnes physiques, ça vient d'être dit. Par le terme personne, le texte ne précise pas s'il s'agit de personnes physiques et morales ou morales. On peut considérer que ce sont les deux, ce qui est toujours le cas d'entreprises qui disposent de la qualité de personnes morales. Ce projet laisserait donc entendre que la loi ne s'appliquerait qu'aux personnes physiques et non aux personnes morales qui pourraient commettre une infraction à l'étranger via un de ses représentants. Il y a là un vide que nous souhaitons combler pour que les infractions de ce type commises par des entreprises puissent également être sanctionnées et ainsi que la loi couvre explicitement les infractions, qu'elles soient commises par des personnes physiques ou par des personnes morales en dehors du territoire français. Voilà pourquoi nous proposons de retenir cet amendement. Merci, mon cher collègue. Madame le rapporteur, votre avis? Oui, mes chers collègues, le projet de loi déroge déjà au principe de territorialité de la loi pénale et de double incrimination pour réprimer les infractions à la loi française commises à l'étranger par un ressortissant français, quand bien même les activités en cause seraient autorisées par le pays en question. Les amendements 8 et 3 visent à préciser que cette disposition s'applique aussi bien aux personnes physiques qu'aux personnes morales. Le projet de loi a retenu sur ce point, je le rappelle, une disposition absolument identique à celle qui s'applique pour les mines antipersonnelles et il paraît logique qu'un même régime s'applique à ces deux types d'armes interdites. En tout état de cause, l'amendement numéro 3 ne peut pas être retenu car il ne précise pas que seules les personnes morales françaises sont concernées. Par contre, nous nous sommes interrogés sur l'amendement numéro 8 et nous aimerions obtenir l'avis du gouvernement et de Monsieur le ministre afin qu'il nous indique si, comme cela semble être le cas, la formulation « un Français » couvre bien les personnes physiques et les personnes morales. Dans ce cas, l'amendement numéro 8 serait bien évidemment inutile et je vous demanderai de le rappeler. En conséquence, je vous propose un avis défavorable sur l'amendement numéro 3 et la sagesse du gouvernement sur l'amendement numéro 8. Monsieur le ministre. Il faut bien entendu que les personnes physiques et morales soient concernées par ce dispositif et pour nous, il est très clair que le texte tel qu'il est rédigé concerne tant les personnes physiques que les personnes morales. Merci. Vous nous donnez la position du gouvernement sur les deux amendements défavorables? Très bien. La parole est à Monique Sarrazin-Guiga pour explication de vote. Je crains vraiment que devant un tribunal, la formulation du texte tel qu'il est rédigé, un Français, ne s'applique qu'à une personne physique, un individu. Et il suffira d'avoir l'habileté de s'installer dans un système de société pour échapper à l'incrimination, parce que là, la société ne sera pas responsable, donc l'individu, par voie de conséquence, ne le sera pas non plus. Donc c'est pour ça que nous ne retirerons pas notre amendement, parce que nous pensons que, juridiquement, un Français, ça ne désigne pas une entreprise, une société. Monsieur le ministre.
Franchement, je vous demande de retirer votre amendement puisque depuis 2004, le code pénal français prévoit que, sans qu'il y ait besoin de le préciser, que toutes les infractions et les incriminations en droit pénal français s'appliquent pour les personnes physiques comme pour les personnes morales. C'est le texte de la République française depuis 2004. Donc c'est inutile. Bien, pour explication de vote, la parole est à Jacques Muller. Au moment où nous adoptons un texte dont chacun aura mesuré la portée, un texte fort, je trouve qu'il faut être précis. Monsieur le ministre, vous dites je pense que le français, la notion du terme français incorpore aussi les personnes morales. Pour ma part, je trouve qu'il faut faciliter le travail des juges et écrire les choses très précisément, très clairement. Nous maintenons l'amendement. Très bien. Pas d'autre explication de vote. Alors je vais mettre aux voix l'amendement numéro 8 présenté par Monsieur Muller. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement n'est pas adopté. Même vote pour l'amendement numéro 3 présenté par Monsieur Hu. Même vote, je vous en remercie. Nous allons donc mettre aux voix l'article 1er. Qui est pour l'article 1er? Qui est contre? Je n'en vois pas. L'article 1er est adopté. Alors, l'article 1 bis, pas d'amendement. Je vous propose, sauf opposition, de le considérer comme adopté. Après l'article 1 bis, un amendement numéro 9, Monsieur Muller. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame le rapporteur, chers collègues, dans la mesure où le présent projet de loi constitue une transcription de la Convention d'Oslo en droit national, les obligations positives contenues dans l'article 21, paragraphe 1-2 de la Convention, qui concernent l'interopérabilité, doivent être reprises et mentionnées explicitement dans notre projet de loi. Elles constituent en effet un complément nécessaire aux dispositions qui figurent dans l'article L. 2344-3. Ne pas le faire reviendrait à n'envisager qu'une transcription incomplète de l'article 21 de la Convention. En effet, la France n'intervient que très rarement seule sur les théâtres d'opération. Merci, Monsieur Muller. Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères. Monsieur le Président, mes chers collègues, nous sommes là typiquement devant une rédaction qui est un vœu strictement pieux, qui n'est en aucune manière normative et qui est un dévoiement de la loi. Parce que la loi, elle a pour fonction de permettre ou d'interdire et de sanctionner tous ceux qui enfreignent ces dispositions. Là, il s'agit d'une pétition de principe, d'une déclaration à laquelle on peut souscrire et au demeurant totalement inutile. Encourager les États non partis à la Convention à la ratifier, certes, mais enfin, il y aura des réfractaires. Deuxièmement, comment ferez-vous pour les sanctionner, ces réfractaires? Ça n'a pas sa place dans la loi. Et à la fin, vous dites, la France notifie au gouvernement de tous les États non partis à la présente Convention ses obligations au terme de celle-ci. Mais à partir du moment où on vote la Convention, elle sera notifiée à tous. Donc ces dispositions sont inutiles et j'insiste sur le fait qu'il faut chasser de nos lois toutes ces déclarations votives qui l'alourdissent et qui ne mènent à rien. Merci, Madame le rapporteur. La position de la Commission. Oui, nous partageons totalement la position de Monsieur le Président de la Commission. J'ai eu l'occasion de le dire, le gouvernement a déjà fait énormément et c'est tout à son honneur pour cette convention d'Oslo. Je voudrais rappeler aussi ce que j'ai dit en commission lors de la conférence des ambassadeurs. Le ministre des Affaires étrangères nous a bien dit qu'il avait envoyé des instructions à tous les postes pour leur demander de convaincre les États dans lesquels ils se trouvaient en poste de tout faire pour convaincre ces États de signer la convention d'Oslo. Donc je crois que vraiment il est déjà répondu à l'objet de cet amendement qui effectivement n'est pas recevable d'un point de vue juridique dans ce texte-là. Donc je demanderai à notre collègue de retirer son amendement, mais peut-être que le ministre souhaiterait aussi nous dire quelques mots de toutes ces actions qui sont menées par le gouvernement.
collègue à lui donner la parole, comme c'est extraordinaire. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Même avis que le président et la rapporteure. Très bien. Y a-t-il des explications de vote, Madame Cerisier Benguiga? Oui, bien, écoutez, nous souscrivons tout à fait aux propos de Monsieur de Rohan, notre président de commission. En effet, il faut éviter de faire des lois qui ne sont pas destinées à être appliquées. Seulement, ce que nous voudrions bien, c'est que le chef du gouvernement et le président de la République entendent le propos de Monsieur de Rohan et que nous cessions de voir arriver sur le bureau de cette Assemblée des textes qui ne seront jamais appliqués, qui ne sont pas destinés à l'être, mais qui sont destinés uniquement à faire de la communication. Donc nous ne cherchons pas à faire de la communication. En accord avec M. Müller, nous retirerons cet amendement, mais nous voudrions bien nous souhaitons vivement que cela soit appliqué à tous les textes qui encombrent cette Assemblée. Très bien. L'amendement est retiré et un champ de réflexion immense est ouvert. Alors, sur les articles 2, 3, 4 et 5, je n'ai pas d'amendement. Je vous propose de les considérer sans opposition comme adoptés. Je vous en remercie. Je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi. Y a-t-il des demandes d'explication de vote globale? Madame Cerisier-Benguiga, Monsieur Hu. Oui, une explication de vote très brève. Il est évident que nous voterons ce texte de loi. Nous estimons qu'il est la continuation, non pas l'achèvement, mais la continuation d'un processus auquel nous avons beaucoup apporté et quelles que soient les insuffisances que nous y trouvons, nous estimons qu'il doit être voté. La parole est à Robert Hu pour explication de vote. Oui, monsieur. Ce débat intéressant qui nous a permis de sortir parfois du thème précis, et y compris quand nous avons évoqué la dimension économique de plus en plus importante à mes yeux du commerce des armes, et avec la volonté, Monsieur le Ministre, évidemment pour moi, de concevoir en aucun cas une démarche qui viserait à toucher à nos activités économiques, à l'emploi des industries d'armement. Mais je reviens sur le débat qui nous intéresse aujourd'hui. Ce débat est intéressant. Je souhaitais exprimer ma satisfaction concernant cette avancée décisive et les modifications significatives apportées à ce texte, et notamment celles dont nous sommes faits l'interprète à travers nos amendements. Tout n'est pas terminé pour autant, il nous faut rester vigilants, particulièrement auprès des grandes puissances militaires. On a vu le nombre de ces grandes puissances qui ne sont pas signataires aujourd'hui de la Convention. Enfin, je souhaite, pour terminer, saluer la qualité du travail des ONG telles qu'Handicap et Amnesty International, avec lesquelles nous avons particulièrement travaillé sur ce dossier des bombes à sous-munitions et qui a permis d'aboutir à ce texte qui, de mon point de vue, est un texte d'une grande portée. Nous voterons donc ce texte. Merci. Jacques Muller, puis Jean-Louis Carrère et Robert Del Picchia. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame le rapporteur, chers collègues, la Convention d'Oslo constitue un progrès indéniable pour l'humanité. 103 pays, j'allais dire seulement, l'ont signée. 24 seulement l'ont ratifiée. Et même si la France n'est que le 20e sur 24 à l'avoir fait, elle s'engage. Elle s'engage à la différence d'autres grandes puissances, ou qui se prétendent grandes puissances, et c'est tout à son honneur. Pour notre part, nous regrettons tout de même, Monsieur le Ministre, que pour finalement revendiquer la première place, vous l'avez dit dans votre discours introductif, je crois vraiment qu'il aurait fallu clarifier notre texte sur les deux questions de fond, la question de la personnalité morale et la question du financement. Cela étant, ce projet de loi, même imparfait, constitue un engagement essentiel et nous le voterons. Mes collègues verts se prononcent aussi dans ce sens. Nous voterons ce texte. Simplement, nous nous abstiendrons, nous Français, de donner la leçon aux autres. Nous ne pourrons pas revendiquer la première place. D'autres assemblées ont fait mieux que nous. Mais nous voterons ce texte. Pour explication de vote, la parole est à Jean-Louis Carrère.
Bien sûr que je ne reprendrai pas les explications de vote avec lesquelles je suis en accord. J'ajouterai simplement pour Monsieur le ministre et pour la Haute Assemblée que je suis très sensible à l'engagement qui a été pris par la volonté d'amender et de substituer le terme intermédiation au terme courtage, parce que ce n'est pas aussi léger que cela, ce type d'amendement. Il nous permettra de prendre en compte les différents aspects, y compris les aspects industriels et financiers, par la substitution de ces termes. Donc je souhaite que ça reste en mémoire et en rappelant cet engagement, je vote avec beaucoup d'enthousiasme ce texte tel qu'il nous est proposé. Merci, mon cher collègue. La parole pour l'explication à Robert Del Picchia. Une petite remarque. Alors, c'est une explication de vote. Sinon, c'est une explication de vote. Sinon, je ne peux pas vous donner la parole. Alors. Voilà. Je ne joue pas sur les mots, Monsieur le Président. Une explication de vote simple. Alors, je voterai avec enthousiasme aussi, et je félicite le Président, le rapporteur et le ministre pour ce texte. Mais je voulais faire une petite remarque. On a parlé d'encombrement de l'Assemblée. Moi, je me demande si on ne devrait pas se reposer la question, Monsieur le Président, sur les amendements qui sont déposés, débattus en commission et qui reviennent à l'identique dans la salle, en séance, et qui sont parfois même par les mêmes personnes. Alors je me demande si l'encombrement, on ne devrait pas réfléchir à modifier peut-être ce que nous avons adopté. Monsieur le ministre. Moi, je voudrais simplement dire que comme j'ai pu être fier de porter la loi sur l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, je suis fier, en tant que ministre de la Défense, au nom du gouvernement et j'allais dire au nom de la France plus globalement, de porter ce projet de loi sur l'interdiction des armes à sous-munitions. Je crois que c'est un immense progrès. Je pense que c'est une grande fierté pour notre pays d'être la première puissance militaire à s'engager dans ce chemin et de s'engager tellement activement que nous procéderons à l'élimination de toutes ces armes avant la date ultime et nous sommes un exemple puisque nous porterons ce message à travers le monde, à travers notre politique étrangère, mais aussi à travers le message que nous serons capables de porter dans les alliances qui sont les nôtres, puisque la voix de la France compte, la voix de la France porte, parce qu'elle repose sur une puissance militaire importante. Et donc nous pourrons largement, mesdames et messieurs les sénateurs, s'enorgueillir d'avoir, avant les autres, ratifié cette convention et d'avoir ensuite intégré dans notre droit positif de tels dispositifs. Je crois que ça peut globalement être un instrument, un objet de fierté partagé par tous les groupes de ces assemblées. Merci. Je mets donc aux voix l'ensemble du projet de loi qui est pour. Je constate l'unanimité et vous en remercie. Le projet de loi est donc adopté. C'est la fin de cette séance. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité parlementaire cet après-midi 15 h avec les questions d'actualité au gouvernement. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur notre antenne.